Gaël, commence par toi. Bonjour, bonjour. SCC, acteur quand même significatif de l'écosystème que je pense beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui. Distributeur à valeur ajoutée, on peut dire comme ça, ou à valeur, enfin, J'espère. 3 milliards. Donc ça pèse quand même dans l'écosystème. Alors, quelques mots pour compléter SCC et surtout te faire réagir sur ce que tu as entendu. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc SCC, on fait 3 milliards de chiffre d'affaires en France. On est très présent dans le monde du logiciel. On délivre 1,8 milliard de soft à l'année. Et on a cette position un peu particulière de voir comment fonctionne l'écosystème des éditeurs en France pour le compte des clients finaux. On a un peu plus de 5400 éditeurs référencés chez nous. Donc, on voit un bon panel. Pour répondre à la question, si j'aurais voulu être sur scène tout à l'heure quand la question a été posée, Tu peux y répondre, hein, toi aussi. quel est le prochain après VMware Broadcom? Globalement, il y en a déjà beaucoup, hélas, notamment auprès des entreprises PME et ETI qui souffrent aujourd'hui des augmentations de prix de certains grands éditeurs américains, voire asiatiques désormais. Donc Broadcom, c'était l'effet vague, tsunami qui a été visible par tout le monde. Maintenant, on voit quand même qu'il y a un effet de levier très important chez beaucoup d'éditeurs. Beaucoup se sont rendus compte que ça fonctionnait et donc du coup se sont engouffrés dans la brèche de l'augmentation de prix significative. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas pour nos acteurs dits français ou européens, qui sont quand même beaucoup plus responsables et beaucoup plus éduqués, en tout cas sur la manière de travailler avec les entreprises françaises et européennes. Donc du coup, on voit quand même des grands distinguos entre les évolutions de prix des acteurs étrangers et des acteurs européens. Alors, je vais te lancer là-dessus parce que tu as dit que tu le ferais, mais donc chez toi, c'est 500 millions de Microsoft. Oui, donc nous, on fait effectivement 550 millions à peu près de Microsoft à l'année. On est plus suivi depuis 2 ans et demi par Microsoft, donc Si, même par les pas. audits. Oui, on est suivi par des audits parfois, mais pour le compte de nos clients. Mais effectivement, ça fait maintenant presque 3 ans qu'on n'est plus suivi par Microsoft parce qu'on n'est pas dans la stratégie de Microsoft, c'est-à-dire qu'on ne pousse pas forcément nos clients à aller sur de l'Azure à tout prix. Donc, ben voilà, on est intégrateur français, on cherche quand même à vendre du on-prem chez nos clients, vendre du cloud privé chez nos clients. Et c'est vrai que, excusez-moi le vocabulaire, mais on a un peu le cul entre deux chaises, entre des éditeurs qui nous poussent à vendre effectivement des solutions de plus en plus cloud, de plus en plus software as a service, et une vocation qui est aussi d'être à l'écoute de nos clients qui cherchent à avoir des alternatives. Donc voilà, c'est pas toujours très évident à gérer et à manœuvrer. Mais donc voilà, donc on est effectivement plus suivi malgré que l'on soit peut-être le plus gros revendeur en France. Alors, on continue le tour de présentation et évidemment, il y a plein de sujets sur lesquels tu vas rebondir. Olivier Dellenbach, tu es patron de Chabvision. Tu as un parcours d'entrepreneur et donc tu t'es fixé une trajectoire aussi assez ambitieuse. Je voudrais que tu nous partages, enfin, et compléter la présentation de Chabvision. En fait, avec Chabvision, l'objectif, c'est de faire émerger ce qui est pour moi une anomalie en France, c'est-à-dire un éditeur important, souverain, pérenne dans l'écosystème du logiciel. Depuis Dassault Systèmes, finalement, il n'y a plus vraiment eu en France une belle aventure pérenne et on essaye de faire ça dans le monde qui nous semble stratégique pour la France et l'Europe, qui est le domaine du traitement de la donnée et de l'IA. Ça, c'est un peu l'ambition que l'on a. On est un peu positionné comme, on va dire en termes d'image, comme le concurrent de Palantir. C'est vrai qu'on a gagné, je dirais, un appel d'offres récemment organisé par la DGSI pour remplacer le Palantir qu'ils ont chez eux. Je trouve que c'est une histoire intéressante parce qu'elle est assez, en tout cas l'histoire Palantir, parce que je trouve qu'elle est assez symptomatique en fait de la différence des États-Unis et de la France, même dans ces processus d'achat. Si je résume Palantir aujourd'hui, Palantir c'est quoi? C'est 2,5 milliards à peu près de chiffre d'affaires. C'est 300 milliards de market cap. 300 milliards, je dirais, c'est grosso modo, ce serait la première market cap en France. Hermès et LVMH doivent être autour de 230-240 milliards. Première market cap. L'État américain, à travers ses processus d'achat, compte à peu près pour 55% des achats de Palantir. 55%. D'accord. Première leçon. Deuxième leçon, c'est le marché en plus forte croissance. Premier trimestre de cette année, alors Trump a probablement aidé, mais je crois que c'est 45% de croissance. Le seul domaine dans lequel ils ont régressé, c'est dans le monde de l'entreprise, où ils ont fait moins 3%. Alors on va dire, on est aux États-Unis, on n'est pas en France. Allez, si on prend un ratio quoi, de 1 à 10 entre la France et les États-Unis, je dirais 1,5 milliard investi dans Palantir, ce serait 150 millions d'euros
investit dans un éditeur dans le domaine du traitement de la donnée. La réalité, c'est que l'État l'investit, c'est 150 millions. Donc, ce n'est même pas un problème d'argent, on les a. Mais on les a à quoi? On les a investis dans 10 projets, à 80% sur du homemade internalisé à travers des ESN, et finalement, peut-être 20%, 25% à peine, je dirais, drainés vers des logiciels. Et là aussi, une multiplicité. Je veux dire, on parle de souveraineté, on parle d'achat. Moi, je parle surtout de stratégie industrielle, en fait. Sans stratégie industrielle et sans cohérence industrielle, je dirais, on ne réglera aucun problème, quoi. Celle que tu incarnes de ton côté, hein, c'est quand même une trentaine d'acquisitions en peu de temps, en fait, par rapport à cette stratégie industrielle que tu incarnes. Oui, parce que je suis un animal pragmatique, hein, donc j'ai bien vite compris qu'en fait, si on voulait réussir, il fallait trouver une voie atypique. La voie atypique, c'est que dans le monde de l'entreprise et dans le monde étatique, mais presque plus dans le monde d'entreprise, on n'aime pas travailler avec les startups, on n'aime pas travailler avec les petites sociétés. C'est un état de fait, quoi, hein. Donc, le moyen quand même de devenir un prestataire important, considéré par les grandes entreprises, c'est la taille. Et là aussi, pour atteindre le plus vite possible une taille critique, un des moyens, c'est de consolider le marché. Je dis toujours, en tout cas aux entreprises que je rachète, j'en ai racheté une trentaine dans les 4-5 dernières années, c'est ensemble, on a plus de chances de signer des gros contrats, malheureusement qu'individuellement, chacun dans notre coin. Si tu évoques un point sur lequel je voulais revenir tout à l'heure, on a quand même réussi en France à opposer le monde des startups et celui des industriels du software. Enfin, genre, on a quand même un buzz fait autour des startups qui fait qu'il y a une petite confusion d'écosystèmes. Et donc, c'est aussi un moyen d'avancer en mode dispersé. Je pense juste, en conclusion, on adore nos startups, mais on ne leur donne pas beaucoup de contrats. Et donc, elles resteront toutes petites, malheureusement, quoi. Jérôme Leca, patron de Scality. Alors moi, j'ai envie de te passer un message d'espoir. Je pense qu'il y a des choses qui marchent bien. C'est pour ça que tu arrives en courant, en fait, aussi. Et je vais les souligner avant de dire quand même ce qui ne marche pas non plus. Là, je reviens de la Silicon Valley, j'y étais la semaine dernière. Depuis 89, en fait, je fais de l'infrastructure Internet, ou cloud, maintenant ça s'appelle, c'est la même chose finalement, entre San Francisco et Paris, depuis 89. En 2012, j'ai essayé de lever des fonds à la Silicon Valley. Je ne vous dis pas le nombre de personnes, d'investisseurs qui m'ont dit la France n'est pas connue pour réussir des sociétés de logiciels. La France n'est pas connue pour réussir l'infrastructure informatique. Voilà, fin de conversation. Ça, c'était en 2012. Là, j'y étais la semaine dernière. Complètement différent son de cloche. Alors, évidemment, beaucoup plus sur l'IA, mais mes interlocuteurs, les uns derrière les autres, me disaient « Waouh, c'est impressionnant ce que vous faites sur l'IA. On dirait qu'il y a les États-Unis, la Chine, un peu l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes, et puis la France. » Et c'est ça les pays qui comptent sur l'IA. Donc on a réussi quand même quelque chose, on est visible internationalement, et en particulier on est visible sur la Silicon Valley. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu de Scality. Scality est un éditeur logiciel, on est une ETI française, j'ai arrêté de dire start-up, ça y est, on est dans les critères de l'Europe pour pouvoir dire ETI, et je suis bien d'accord qu'on parlait un peu trop des start-up et peut-être pas des boîtes qui grandissent, qui deviennent profitables aussi. On est dans le top 50 d'après le TROFL qui classe les boîtes de logiciels françaises. On est évidemment au Gartner et on est vu comme un leader par IDC. On fait du stockage de données, essentiellement pour des clouds publics et des clouds privés, pour le backup et pour l'IA. Et puis on a des grands clients en France. On a Orange, SFR, on a Outscale qui est le support de NumSpot. J'ai vu quelqu'un de NumSpot tout à l'heure. On a des grands ministères, l'Intérieur, l'Éducation nationale, les armées. Je t'ai dit 5 minutes. Ouais, non, t'inquiète pas. Je maîtrise le CNES. Et donc, c'est possible de travailler en France et c'est possible d'avoir des contrats. Ça, c'est pour la partie, les choses marchent et peuvent marcher. On fait 75% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Ce que je constate aussi, c'est que pour pouvoir avoir des contrats en France, il a d'abord fallu qu'on réussisse aux US. C'est une fois qu'on a réussi aux US qu'on a pu rentrer en France et dire « Hey, ça marche aux US, alors faites-nous confiance ». Bon, maintenant, on parle de dépendance numérique. J'adore la date du 2 juillet, c'est une bonne idée. Il faut quand même qu'on soit tous conscients. On est dépendant de nos choix, on le sera toujours. Et être capable de faire du multi-choix, ça coûte cher. L'interlocuteur d'avant le disait. Donc les PME, PMI, les ETI ne vont pas pouvoir se payer ça. Il faut accepter certaines dépendances. Pour moi, il y a deux combats qui sont importants. Il y a l'indépendance des lois extraterritoriales, ce que moi j'appellerais la souveraineté des données. Ce n'est pas d'ailleurs une question de localisation des données, c'est une question de
qui exploite le système. Si l'entreprise qui exploite le système est américaine, par le Cloud Act, elle doit donner les données en cas de demande fédérale américaine. C'est la loi. Pour ça, il y a évidemment le Secnum Cloud. Aujourd'hui, il y a de l'offre crédible en France. Il y a aussi une autre piste qui, à mon avis, est sous-exploitée en France. Et je dis ça comparé à ce que je vois dans d'autres pays qui se posent la même question, c'est le cloud privé. Le cloud privé, aujourd'hui, à l'échelle d'un grand groupe, a les mêmes coûts d'exploitation que le cloud public. Et c'est aussi une solution d'indépendance. Ça, c'est la première chose. Dans les récits, on a aussi résumé la vision du cloud, qui est que du cloud public, alors que le cloud privé est une vraie stratégie. Absolument. Et moi, je pense qu'elle est efficace. Et on a parmi nos clients, notamment nos clients français, je vais citer la Société Générale qui me permet de le faire, qui a déployé un très grand cloud privé, en complément de sa politique AWS. Il ne s'agit pas de faire tout l'un tout l'autre. Quand on a un grand groupe, on peut faire les deux. Mais la deuxième dépendance, et qui pour moi est encore plus importante, c'est la dépendance économique. Chaque sou qu'on dépense avec un éditeur américain ou avec un cloud américain, eh ben c'est un sou qui pèse sur notre balance commerciale. C'est juste évident. Et c'est juste de l'intérêt bien compris d'acheter auprès d'un fournisseur européen quand il y a un fournisseur européen. Et nous, on se rend compte, on a fait une étude avec un cabinet de conseil, qu'on ne voit que 20% du marché. Il y a 80% des marchés qu'on ne voit même pas. C'est-à-dire que les clients potentiels, que ce soit publics ou privés, ne voient pas Scality et vont passer directement commande auprès de leurs fournisseurs habituels. Et c'est essentiellement des habitudes qu'il faut casser. Et pour moi, si on a un combat, c'est un combat collectif et c'est un combat d'aller contre les habitudes pour se forcer à regarder quelles sont les alternatives françaises et européennes parce qu'elles existent. Merci. Gaël, le sujet, vous l'avez pris à bras-le-corps chez CC avec un référencement de solutions européennes souveraines et notamment aussi des scorings que vous mettez en place sur ces thématiques-là. Oui, tout à fait. Donc nous, avec le portfolio d'éditeurs qu'on a à disposition, on a très vite vu qu'avec les acteurs américains, on allait être limité. Effectivement, notre part de marché, quoi qu'il arrive, avec leur stratégie qui était plutôt d'aller sur du direct, notamment chez les clients, allait à un moment donné nous pénaliser. Donc on a décidé, au travers de la multitude d'éditeurs référencés chez nous, de commencer à faire des tours de France sur la French Tech, sur les éditeurs français, d'essayer de les promouvoir au sein des clients finaux. Et donc chaque année, en fait, on fait un petit baromètre interne de tous les éditeurs que l'on a référencés. Donc pour votre information, on référence à peu près entre 130 et 180 éditeurs par mois, nouveaux, que l'on ne connaissait pas. Européen. Ouais, au niveau européen. Ouais. Au niveau européen. Beaucoup de Français. Et en fait, on les met à disposition et comme tout le monde, on met les petits logos français, les petits logos européens qui vont bien pour démontrer que ce sont des alternatives à des grands acteurs américains, en tout cas des solutions qui peuvent être étudiées. Et nous, on se porte garant parce que souvent, je ne sais plus, tout à l'heure ça a été cité, mais ces petits éditeurs, souvent, on a parlé de Grenoble, 15 salariés, etc. etc. Bah oui, il faut bien qu'ils démarrent, donc on est amené effectivement à les porter. Et nous, en fait, on est garant en tout cas du bon fonctionnement, du paiement, de tout ce qui peut aller avec. Et on donne déjà la possibilité d'avoir une alternative, c'est-à-dire le fameux plan B au cas où cette petite start-up ne fonctionnerait pas. Mais l'objectif, c'est de leur donner en tout cas accès à la commande publique, déjà, parce que nous, on est très présent dans le secteur public. Tu peux développer ces dimensions-là, c'est-à-dire que vous allez demander à des accès au code source s'il y a un problème, d'avoir une logique d'assurance. Comment... Ouais, en fait, on essaie d'avoir des garanties de la part de ces éditeurs et très souvent, en fait, ils sont ouverts à la discussion dès le départ. L'objectif est d'aller acquérir des parts de marché pour pouvoir se développer. Ils ne cherchent pas forcément à restreindre forcément toute l'information. Il y a maintenant des données, des contrats qui sont signés en tripartite avec le client final, parce qu'il faut aussi que le client soit un peu protégé. Mais en tout cas, si jamais vous connaissez des éditeurs qui veulent se lancer sur le marché français ou en tout cas qui se lancent et qui ont besoin d'avoir accès à la commande publique, on est là pour ça aussi. C'est une activité d'SCC qui est peu connue, qui est historique, qui est... peu connu, ça fait longtemps qu'on est dans le secteur public. On a démarré il y a maintenant longtemps avec le marché UGAP, qui couvrait en tout cas un grand nombre de clients publics. Et depuis, on a ouvert à plein d'autres centrales d'achat des marchés multi-éditeurs, ce qui permet à la plupart des éditeurs français, en tout cas, de pouvoir adresser la commande publique. Voilà. Enfin, je pense pas que ce soit un réflexe des éditeurs dans la salle. Non, de dire, non pas du pas tout d'ailleurs. Et souvent, c'est du bouche à oreille. Donc, voilà. Et je peux témoigner, parce qu'on travaille avec SCC, que SCC fait un excellent travail quand on est côté éditeur français. Et d'ailleurs, on essaie de développer du coup les services sur ces petites entreprises pour qu'elles aient aussi un support. J'aurais quand même complété ce que tu dis, parce qu'en fait, SCC, acteur historique, on l'a dit, 500 millions de Microsoft tout à l'heure, donc c'est quand même, ça pèse dans votre volume d'affaires. Oui, tout à fait. Mais c'est une entreprise indépendante avec des actionnaires aujourd'hui qui ont une voix. On est une entreprise complètement privée à 100%, ça appartient à une famille.
Donc on n'est pas du tout en bourse, donc on n'a pas les mêmes ratios que les boîtes américaines qui doivent dégager un minimum de marge pour pouvoir être en bourse et voir le cours de l'action augmenter. Donc on n'est pas du tout dans cette problématique. Et donc nous, on est venu à la notion de dépendance via les accès au cloud, hein, qui nous étaient poussés par les grands éditeurs, par les grands hyperscalers. Donc nous, on a pris le parti il y a maintenant 3 ans, vu qu'on était forcés, contraints de voir notre business partir chez ces grands hyperscalers, de développer en tout cas une offre alternative. Voilà, qu'on a développé en France avec de l'IP française, avec des ingénieurs français. Et donc, on a développé un portail complet qui s'appelle Atrium, qui met à disposition la totalité des grands hyperscalers du marché. Et désormais, on y a intégré les hyperscalers souverains, ou en tout cas les clouds de confiance français, pour pouvoir donner la possibilité à nos clients finaux de choisir entre de l'AWS, de l'Azure. On a parlé tout à l'heure de Sens, on a parlé d'OVH. Enfin voilà, il y en a plein d'autres. Olivier, sur le thème Agir maintenant, qu'est-ce que tu veux partager avec nous aussi sur ce que tu vois, observes et ce qu'il faut changer? Moi, je pense que c'est vraiment en fait une cascade. En fait, ça doit démarrer. Alors, je sais que c'est toujours compliqué, mais ça doit démarrer par l'État. Ça doit démarrer par l'État dans ses services. Ça doit ensuite se répercuter sur les entreprises publiques. Et derrière, cascader sur les entreprises privées. Les entreprises privées sont privées, elles prendront des décisions qui sont, de leur point de vue, de bon sens et qui pousseront naturellement à aller plutôt vers des éditeurs américains, chaque fois qu'elles pourront. Pas forcément parce que c'est américain, c'est parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont bien implantés, etc. Non, pour faire émerger des acteurs crédibles, il faut des acteurs importants et de taille importante. Et ça, c'est le devoir de l'État de les faire émerger. Aujourd'hui, quand on me pose la question de quel est mon premier concurrent, je dirais même pas que c'est Palantir. Mon premier concurrent aujourd'hui, c'est quoi? Si on considère que dans le domaine dans lequel on est, comme Palantir, on fait peut-être 50-55% de nos chiffres d'affaires à terme dans les services étatiques en Europe, mon principal concurrent, c'est aucune stratégie qui consiste à chaque département de chaque ministère à vouloir absolument développer son propre système plutôt que de centraliser un peu ses achats. Et quand je dis développer, c'est pas acheter du logiciel, c'est du faire du make versus du build. Aujourd'hui, quand je disais que aujourd'hui dans le domaine du traitement de la data, la France dépense à peu près ce qu'il faut, 150-200 millions d'euros. Comme je le disais, 80% c'est probablement refaire et ne pas acheter en fait. Et ça, c'est un espèce de tropisme. Et tant qu'on ne fixera pas ce... On s'est dit, ça fait 25 ans que la vision du logiciel, où on a des organisations qui disent que votre produit, je peux faire la même chose. C'est aussi toute la difficulté du... Oui, mais s'il n'y a pas... chaque service a envie de refaire... C'est un peu un tropisme naturel français. Hein. Chaque directeur informatique, chaque service a envie de faire son propre joujou, quoi, dans son coin, contre l'autre. Et il suffit qu'un service, même, vous prenez n'importe quel ministère, un ministère des Armées... un service achète un système, un autre service va prendre exactement l'opposé. Non pas parce qu'il est meilleur, mais juste pour faire différemment. Et si en plus, il peut le faire lui-même, c'est encore mieux, quoi. Ça ne crée aucune propriété intellectuelle, ça n'enrichit aucune société. Je dis toujours, en fait, un logiciel, 1 euro de prestation de service dépensé par l'État auprès d'une ESN, c'est quoi? C'est entre 1 et 1,5, 2 euros de market cap, en fait. Dans le cadre de Palantir, c'est 1 euro investi dans le logiciel par l'État, c'est grosso modo entre 150 et 300 euros de market cap créé, quoi. Donc là, à un moment donné, il faut aussi, enfin, si la France veut créer des beaux acteurs du logiciel, elle en a les moyens financiers, malgré l'état des finances publiques. C'est juste définir une vraie stratégie industrielle. Et le problème de la France aujourd'hui, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de stratégie industrielle. Il n'y a pas de stratégie industrielle dans le logiciel. Et tant qu'il n'y en aura pas, on n'arrivera pas à faire émerger des gros acteurs. Voilà, Jean-Jacques, tu veux réagir Moi, je vais renchérir sur ce que dit Olivier, parce que je pense que c'est l'idée principale à retenir de la journée. Ce n'est pas un problème d'argent. En fait, l'argent, vous le dépensez tous les jours. C'est d'orienter l'argent dans le cadre d'une stratégie industrielle pour faire émerger des acteurs français et européens. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Et oui, ça demande un peu de travail, ça demande de changer des habitudes, ça demande de changer des relations. Mais ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'aller au-delà du confort quotidien, de travailler avec l'acteur avec qui on travaille, acteur américain typiquement, à 80%. Hein. Le CIGREF a fait un très bon travail pour évaluer ça, et d'aller vers les acteurs français qui sont capables. Et de ce que je vois aux États-Unis, c'est même plus que ça. Ce que fait l'État américain,
c'est d'aller passer commande auprès d'entreprises. C'est comme ça qu'est né SpaceX, par exemple, Palantir aussi d'ailleurs, fait des contrats pluriannuels en disant « Ok, vous n'avez pas encore les fonctionnalités, je m'engage sur 150 millions sur 5 ans, et sur les 5 ans, vous devez me développer ces fonctionnalités-là. Et sinon, on rompt le contrat. » Donc c'est de la précommande plus que de la subvention. En tout cas, c'était un message qui a été beaucoup passé. Gaël, je veux que tu reviennes quand même sur une dimension qu'on avait partagée, notamment sur l'achat public, sur la multiplication des plateformes d'achat aussi. Enfin, il y a quand même Oui, c'est un vrai sujet. En France, on a tous vocation à avoir sa propre centrale d'achat, que ce soit un département, une région, un ministère, une filière de santé ou autre. Et donc, c'est vrai qu'il y a une multiplication, une démultiplication du nombre de centrales d'achat qui pose problème, et en tout cas à nos petites entreprises, pour pouvoir accéder à la commande publique. Donc elles n'ont pas la capacité à répondre à 60 appels d'offres tous les ans pour pouvoir participer et espérer vendre quelque chose. En tout cas, pas de référencer 3000 éditeurs de logiciels non plus au niveau européen. Voilà, donc ça c'est un vrai souci. Il y a des questions qui sont posées en ce moment même par les sénateurs pour essayer de réguler un petit peu ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet en France, c'est qu'on démultiplie le nombre d'accès possibles à la commande, et ça c'est un problème. D'autres réactions, messieurs? Moi, je pense que ce qui est vraiment important, on parle de souveraineté. La souveraineté, dans le cas des entreprises, elle est capitalistique. Il ne faut pas se tromper non plus. Je veux dire, celui qui contrôle le capital de la société contrôle la société. Donc, si on parle beaucoup de souveraineté, ce n'est pas d'avoir ces salariés ingénieurs en France qui définit le fait que vous êtes une société souveraine. C'est le fait d'avoir un actionnariat qui est installé en France. Et pour qu'il soit... Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, les ingénieurs français ont une réputation formidable. Donc on trouve du capital américain. Mais je veux dire, une fois qu'on a goûté au capital américain, je veux dire, on en devient vite addict, parce que c'est d'ailleurs tout le processus organisé pour que vous en deveniez vite addict. Et à la fin, qui c'est qui définit votre trajectoire et votre pérennité? C'est évidemment vos investisseurs. Les investisseurs privilégieront toujours, c'est leur tropisme, une sortie industrielle vers un plus gros. D'accord? Et c'est le problème, en l'occurrence, de toute la tech française. C'est que soit elle végète, elle n'intéresse personne, soit elle est attractive et elle finit à un moment ou à un autre par disparaître, rachetée par un Américain. Une réalité, c'est que les boîtes effectivement, de soft qui ont développé du SaaS notamment sont sous-cotées en Europe, donc très attractifs pour les Américains. Exactement. Gaël, justement, sur ces problématiques de capitaux, enfin, tu me parlais d'une boîte qui avait été scorée souveraine en France, qui a fait fusionner en Allemagne et qui a été rachetée par un Américain. Oui, tout à fait, ouais, effectivement, une boîte du Nord, parce que j'ai la chance d'être lillois, donc que je connais bien, qui effectivement s'est vendue à un Allemand, et donc voilà, elle était restée européenne, et quelques mois après, elle a été rachetée par un gros Américain. Elle ne l'avait pas vu venir parce qu'elle vendait pourtant le fait d'être souverain. Et effectivement, voilà, on rejoint l'actionnariat. C'est ce qui guide aujourd'hui le fait d'être souverain ou de ne pas l'être. Donc c'est très important, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais c'est très important de pouvoir vérifier qui sont les propriétaires et les actionnaires de chacune de ces entreprises. On parlait d'EasyVista, voilà, qui est pour le coup un de nos beaux partenaires aussi, que l'on pousse beaucoup. Et donc c'est important d'avoir cette vigilance. Donc on le fait en tout cas sur la totalité des plus de 5000 éditeurs que nous avons. On regarde désormais qui sont les actionnaires, les propriétaires de ces entreprises, et on regarde les mouvements en tout cas de capitaux, ce qui nous permet de savoir si elles restent effectivement françaises, européennes. On a dû réexpliquer aux sénateurs qu'une société de software français n'est pas forcément française. Donc voilà. Donc on a c'est pas son établissement qui va désigner. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il se basait beaucoup sur le SIREN et sur le SIRET, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc voilà. Donc on a revu ça avec eux. On leur a expliqué que la moitié, en tout cas, des plus de 5700 éditeurs étaient étrangers et non pas à 80% français comme ils l'imaginaient. Jérôme, dernier point sur cette logique de capitaux, parce que en fait, même sur cette question des capitaux, moi je pense que le nerf de la guerre, c'est la commande. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait l'essentiel de son business en Europe, ce sera beaucoup plus facile de garder la société européenne. Donc évidemment, il faut réussir aux États-Unis. D'abord, c'est un garant d'excellence technologique, en fait, quand on est confronté au marché américain. Donc ça me semble important. Mais il y a quand même une relation entre les capitaux et les marchés sur lesquels on est. Merci à vous, messieurs, encore, bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci.